de l'eau potable et de la gestion patrimoniale. C'est une conf que nous co-organisons avec l'ASTE dans le cadre d'un cycle de 4 webconférences avec, comme je vous le disais, donc la première qui était dédiée aux chartes qualité, celle de ce matin à l'eau potable, celle de cet après-midi, je ne sais pas si vous êtes inscrit, mais vous pouvez toujours vous y inscrire, elle sera dédiée à l'assainissement collectif, bien sûr, et puis en septembre, nous en réaliserons une dernière sur la comptabilité analytique et l'analyse des coûts. Ce matin, pour traiter le sujet de l'eau potable, je suis accompagné de Cathy Verret et de Sylvain Charrière qui pourront se présenter dans quelques instants. Pour compléter les VOD qui sont en bas de votre écran, je vous disais donc qu'il y avait celle donc de l'ASTE sur les chartes qualité, il y a celle du 25 septembre, il y a également celle du 21 juin qui, elle, va vous permettre de voir quelles sont les solutions pour lutter efficacement contre le vieillissement des forages. Et puis, la dernière VOD que nous vous avons indiquée, c'est celle sur comment lutter contre les fuites d'eau dans les réseaux d'eau potable. C'était, souvenez-vous, le retour d'expérience du département de la Gironde, voilà, avec la mission Aménageau. Bien écoutez, je n'ai plus qu'à laisser la parole à nos intervenants de ce matin. Ainsi, une dernière chose, vous avez remarqué que nous avons changé le visuel ce matin. Effectivement, ce mois-ci, nous avons un événement particulier, c'est le 6e Forum national de la gestion durable des eaux pluviales et vous pouvez y accéder grâce à l'invitation que nous vous mettons à votre disposition, donc qui est en bas de votre écran sur la gauche. Vous pouvez la télécharger et vous inscrire en ligne. N'hésitez pas à le faire, donc nous ne clôturons pas les inscriptions d'ici le premier jour de l'événement. Et vous avez un code d'invitation qui est de mémoire, si je ne l'ai pas sous moi, INVEP6 en majuscule. Voilà, ce qui vous exonérera des frais d'inscription. Je vous souhaite à tous une très bonne conférence et je laisse la parole à nos intervenants. Bonjour Cathy Verret. Bonjour. Bonjour Sylvain Charrière. Bonjour, merci pour l'invitation. Ok, bah du coup on va attaquer. Donc c'est moi qui vais avoir l'honneur de faire la première présentation sur la gestion patrimoniale axée sur les réseaux d'eau potable. Donc on va attaquer tout de suite. Alors, on va commencer par un tout petit peu d'auto-promo, hein, une fois n'est pas coutume. Juste pour vous présenter rapidement l'ASTE, hein, qui est une association fondée en 1905 et qui regroupe un consensus important de membres, de bénévoles autour des sujets techniques que sont l'eau potable, l'assainissement, les déchets et l'environnement d'une manière générale. Au sein de l'ASTE, donc on a plusieurs groupes techniques, dont des groupes dédiés à la gestion patrimoniale, que ce soit gestion patrimoniale eau potable ou assainissement. Donc là, vous avez devant vous l'ensemble des productions du groupe, techniques de gestion patrimoniale eau potable et assainissement, avec en petit bonus la dernière production qui va sortir vraiment tout prochainement. Là, le maquettage est en cours de finalisation et normalement vous aurez ça en téléchargement en juin 2017. Si on axe sur le volet gestion patrimoniale ouvrage, le sujet qui nous occupe aujourd'hui, le groupe de travail a délivré donc plusieurs livrables, dont le premier qui est le volume 1 de gestion patrimoniale. C'est un document qui est sorti en 2013 et qui traitait des niveaux 1 et des niveaux 2 de gestion patrimoniale réseau. Donc sachant que le niveau 1 était le niveau minimal pour respecter la réglementation et en particulier le décret du 27 janvier 2012. On a également sorti en 2014 un guide sur la gestion des immobilisations qui va de la définition des besoins de renouvellement à la gestion budgétaire des immobilisations, et ça c'est en partie Cathy Verret qui vous présentera ces sujets comptabilité et immobilisation.
En 2016 a vu le jour le volume 2 de gestion patrimoniale qui était vraiment dédié au niveau 3 qui visait à optimiser ses pratiques pour un service durable et performant. Donc, qui réside notamment dans la mise en place d'outils de décision pour aboutir à la définition d'un plan pluriannuel d'investissement ad hoc. Et comme je l'ai dit, hein, en 2017 et donc en juin va sortir le guide d'analyse des coûts du service. Donc l'objectif c'est de définir des indicateurs, évaluer la performance du service et notamment ce guide prend son sens dans le cadre des lois NOTRe et MAPTAM avec le regroupement notamment des services d'eau. Donc après ce petit volet auto-promo, je vais vous présenter en particulier les guides gestion patrimoniale eau potable. Et donc le premier niveau était le niveau 1. Donc on l'a voulu assez didactique. Et donc le niveau 1, c'est respecter les textes. Alors, qu'est-ce que déjà la gestion patrimoniale? La gestion patrimoniale, elle est définie dans l'ISO 24512. Donc, c'est un processus qui permet à un service public de l'eau d'orienter, de contrôler, d'optimiser la fourniture, la maintenance et la mise en service des biens fatalement liés aux infrastructures, hein, qu'ils soient réseaux, qu'ils soient ouvrages, qu'ils soient usines de production. Et ça comprend l'ensemble du cycle de vie du processus. Donc en particulier, ces obligations, et notamment le décret de janvier 2012, invitent les collectivités, autorités organisatrices des services d'eau et d'assainissement également, à une gestion patrimoniale de ces réseaux, en vue de limiter les pertes en eau et de définir un descriptif détaillé de ces mêmes réseaux. Alors, l'objectif de ce décret, hein, c'est en premier lieu un objectif de performance, puisqu'on y fixe un objectif de rendement, avec deux seuils. Le premier seuil qui est purement et simplement 85% de rendement, ou un seuil 2 qui dépend notamment si on est en zone de restriction des eaux, qui a une formule un petit peu plus compliquée qui est affichée à l'écran et qui est dépendante de son indice linéaire de consommation. Le constat de mise en place du descriptif détaillé, il est fatalement vu au travers de l'arrêté du 2 décembre 2013. Donc il vient préciser que, en gros, l'indice de gestion patrimoniale reflète l'établissement du descriptif détaillé. On reviendra juste après le mécanisme de calcul. On définit également qu'en cas de non-atteinte de l'objectif de performance, soit le R1, soit le R2, la réglementation nous impose la mise en place d'un plan d'action. Et en termes de date clé de mise en place, hein, la date clé pour le descriptif détaillé, c'était le 31 décembre 2014, et pour le plan d'action, c'est avant la fin du second exercice, suivant l'exercice pour lequel le dépassement a été constaté. Alors dans le guide, on a défini la performance des réseaux d'eau potable au travers 4 axes. Le premier, tout le monde le connaît, hein, on est à peu près d'accord que l'eau potable, c'est la qualité d'eau qui doit primer. La continuité de service, qu'elle soit en quantité ou en pression. On a également visé un axe qui est la réduction des impacts sur l'environnement. Alors pas seulement l'environnement au sens strict, mais au sens large, qu'il soit socio-économique, naturel et urbain, avec notamment limiter la gêne envers les usagers de tout incident ou toute intervention non programmée. Et enfin, une vision économique du service pour maintenir un prix de l'eau juste et durable. Alors, sur ce niveau 1, qui est l'établissement du descriptif détaillé, on vise également la réalisation d'un plan d'ensemble du réseau. Donc il faut que le fond de plan soit le meilleur disponible et à une échelle adaptée à l'étendue du réseau. On doit y voir le matériau, le diamètre et les dispositifs généraux de mesure. Il faut également viser la ressource en eau qui est mobilisée, parce que là, c'est la ZRE qui doit être mis en jeu. Alors, comment on observe l'établissement de ce descriptif détaillé?
Donc c'est une formule de calcul qui a été visée dans l'arrêté du 2 décembre 2013 et il s'apprécie au travers de l'indice de gestion patrimoniale. Donc c'est un nombre de points à comptabiliser, pour avoir le descriptif détaillé, il faut 40 points sur les 45 points disponibles. Donc il faut la présence d'un plan d'un réseau qui donnera 10 points, la définition d'une procédure de mise à jour annuelle qui donnera 5 points, et ensuite l'inventaire du réseau qui mentionne matériaux, diamètre et année de pause ou à défaut période de pause qui doit comptabiliser le reste des points. Donc au travers du niveau 1, ce qu'on préconise, c'est qu'il ne faut pas forcément une étude spécifique ou mobiliser un bureau d'études pour faire cet inventaire. La connaissance passe avant tout par compiler l'ensemble des plans de récollement que l'on a, rechercher les informations dans les dossiers, les archives, faire appel à la mémoire humaine ou au comptable et profiter surtout des informations sur le réseau pour compléter sa connaissance. Au final, au stade du niveau 1, on juge qu'on n'a pas forcément besoin d'un outil informatique métier tel qu'un SIG, tel qu'un des plans de réseau, mais avant tout, c'est du bon sens et l'objectif, c'est d'attaquer le début d'une démarche de gestion patrimoniale pour aller plus loin. Donc plus loin, c'est le niveau 2 qu'on a voulu comme descriptif des bonnes pratiques de gestion patrimoniale. À ce niveau-là, fatalement, on préconise une précision améliorée des plans avec un fond de plan qui soit adapté, soit le cadastre, soit le plan de corps de rue simplifié, comme va l'imposer la réglementation des TDICT. On va y localiser l'ensemble des équipements du réseau, les vannes de sectionnement, également tous les équipements de régulation, ventouses, vidanges. On va également y viser l'ensemble des caractéristiques principales des ouvrages, tels que les stations de pompage, les stations de relèvement, les réservoirs. On va également à ce stade-là viser l'ensemble des canalisations qui sont hors service, parce que connaître l'ensemble de son patrimoine service et hors service est important pour la gestion et la maintenance du réseau. Et on va également localiser l'ensemble des servitudes sur parcelles privées. À ce stade-là, et pour comprendre le fonctionnement hydraulique de son réseau, on propose également de mettre en place un synoptique et un schéma altimétrique du réseau. Donc vous en avez un exemple sur le PowerPoint qui est très simplifié, mais l'essentiel c'est de comprendre en un clin d'œil comment fonctionne votre réseau, où l'eau est produite, où l'eau est élevée et comment on la distribue. Au stade du niveau 2, on va mettre en place une base de données du patrimoine. La maille, c'est le tronçon. Donc un tronçon, c'est un ensemble homogène de matériaux, de dates de pose et de diamètre de canalisation. Sur ce tronçon, on va y attacher ce qu'on appelle des données que vont être dans l'objet, dans l'idéal, la cote du terrain naturel, la profondeur de cette canalisation, la fonction du tronçon et le type de joint. Éventuellement, comme on l'a dit, pour maîtriser ces canalisations hors service, la date et le motif d'abandon de cette canalisation. On va également, au stade du niveau 2, viser l'ensemble de la base de données branchement avec l'EDN, le type d'abonné, matériaux, date de pose, la longueur, même si c'est pas facile forcément à compiler, la position et la localisation du compteur. À ce stade-là, il faudra évidemment bien maîtriser l'ensemble de ces interconnexions parce que en termes de sécurité d'alimentation, il est important de connaître les débits, le positionnement et les capacités de ces interconnexions avec ces distributeurs voisins et d'une manière générale l'ensemble des équipements qui permettent de gérer son réseau. Pour faire une gestion patrimoniale, il faut également bien maîtriser les incidents et les défaillances que l'on a sur ce réseau. C'est pour ça qu'on préconise au stade du niveau 2 de compiler l'ensemble des données de défaillance pour pouvoir gérer au mieux le comportement de son réseau. À ce stade-là, l'outil informatique paraît bien évidemment indispensable. Il va falloir mettre en place des tableurs,
mettre en place un plan qui sera sur des AO, donc type AutoCAD, voire même la mise en place d'un SIG ou d'un début de SIG qui sera à développer pour atteindre un niveau 3 de gestion patrimoniale. On propose également au stade du niveau 2, et ça vous pouvez le télécharger sur le site de l'AST ou sur le site Service aux France, un exemple de tableur qui permet de décrire son patrimoine. Donc tous les champs sont codifiés avec une liste de choix et avec des propositions de données déjà renseignées. Enfin, comme je l'ai dit, l'AST et le groupe de travail gestion patrimoniale eau potable a sorti le guide de niveau 2 de gestion patrimoniale, le guide niveau 3 à gestion patrimoniale, et l'objectif c'est de développer et d'arriver à une gestion patrimoniale optimisée. Pour cela, il va falloir mettre en place toute une série d'outils métiers et d'outils d'aide à la décision, tels que le SIG, bien évidemment des modélisations du réseau pour comprendre le fonctionnement hydraulique de son réseau, des logiciels de prévision de défaillance, et d'une manière générale, des logiciels de gestion patrimoniale qui pourront intégrer un ensemble de critères environnementaux tels que la pression du service, les conditions de pose, le type de sol, le type de trafic et toutes les métadonnées que l'on juge pertinentes. À ce stade-là, il pourrait être également intéressant de mettre en place une gestion patrimoniale de ces ouvrages en superstructure, et dans le guide on propose une méthode de découpage de ces ouvrages en superstructure pour aider à définir des plans de renouvellement. Alors l'objectif du niveau 3, comme je l'ai dit, c'est avant tout d'ajuster des données contextuelles à des données patrimoniales. Donc qu'est-ce que sont les données patrimoniales contextuelles? C'est l'environnement de la conduite, donc le type de sol, l'état du trafic, l'environnement électrique, voire géophysique du sol, la pression de service, la criticité du tronçon, tout ce qui fait que la canalisation va vieillir plus vite, moins vite, va être plus ou moins sollicitée. Et donc, tout ça va permettre d'optimiser et de hiérarchiser les actions pour vraiment aboutir à une véritable gestion patrimoniale qui sera pilotée par l'autorité organisatrice. À ce stade-là, l'outil informatique est fatalement obligatoire et on préconise la mise en place d'un SIG de modélisation et d'analyse multicritère. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'est le SIG, mais ça permet d'avoir un référentiel unique, complet et à jour sur l'ensemble de son territoire. Ça permet d'historiser tout un ensemble de données à la fois patrimoniales, à la fois contextuelles et à la fois historiques, telles que les défaillances du réseau. Et ça permet une analyse complète et géographique de son réseau. J'ai fait un tout petit focus également sur la gestion patrimoniale des autres ouvrages avec une démarche qui se développe de plus en plus qui est le BIM, donc qui est Building Information Modeling. Donc ça permet d'avoir une modélisation 3D de ces ouvrages et à terme permettre d'avoir une GMAO 3D de son système d'alimentation en eau potable. Alors quand on parle de gestion patrimoniale optimisée, on parle fatalement de diagnostic. Tout d'abord, on va retrouver tout un tas de diagnostics fonctionnels, dont le premier est la modélisation. Alors qu'est-ce que la modélisation? C'est appréhender le fonctionnement hydraulique de son réseau, savoir le diagnostiquer, savoir optimiser le fonctionnement de ses ouvrages, et enfin tester le fonctionnement de son réseau dans des conditions inhabituelles. Donc vraiment, ça permet, sur la base d'un inventaire physique et du SIG, d'arriver à tester et à pousser son réseau dans ses retranchements et pouvoir optimiser également ses plans de renouvellement. On a également ce qu'on appelle les diagnostics structurels, même si en eau potable ils sont moins faciles à faire qu'en assainissement. L'objectif c'est de caractériser l'état d'une canalisation, voire d'un branchement,
évaluer ses risques de dysfonctionnement et optimiser ses travaux de renouvellement. Alors sur l'eau potable, hein, la problématique elle est assez connue. On a un réseau qui est principalement enterré. Donc fatalement, ces diagnostics structurels sont difficiles à mettre en œuvre et le choix de la technologie doit forcément être adapté au contexte. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de l'ensemble des diagnostics structurels possibles. Ils sont détaillés dans, et vous le voyez en bas, les fiches 5A2 et 5A3 du guide plan d'action qui a été sorti en 2014 par l'ONEMA, l'IRSTEA, et dans lequel le groupe de travail gestion patrimoniale eau potable a fait une relecture attentive. Alors, quand on parle de gestion patrimoniale, on pense fatalement à la prédiction des défaillances. Alors, à quoi servent ces outils de prédiction de défaillance qui sont relativement nombreux et pour certains gratuits, donc assez aisés à mettre en œuvre. Donc l'objectif, c'est de limiter les incidents sur son réseau. Donc les incidents, c'est fatalement les casses, les fuites, et surtout limiter les réparations pour permettre de limiter les nuisances aux abonnés. Donc pour mettre en œuvre ce type d'outils, il faut fatalement les données structurelles et patrimoniales. Donc ça vient du SIG, ça vient du descriptif détaillé dès le niveau 1. Par contre, il faut avoir un historique de défaillance qui soit le plus important possible, et c'est pour ça qu'il faut s'y mettre le plus tôt possible afin d'être très très pertinent sur le choix des canalisations à renouveler. Il faut savoir que ces outils prennent rarement en compte les branchements et les autres ouvrages, mais ils sont relativement pertinents et c'est vrai que ça nous permet de classer la performance des canalisations de manière très pertinente. Là, on voit sur le petit graphique qui est en bas, une modélisation qui a été faite, montre que, grosso modo, en renouvelant 10% des canalisations, on va limiter de 45% les taux de défaillance ou le taux d'incident de son réseau. Alors, on a un petit souci. Mais ça va être résolu. Ah ok. Eh ben. Alors, on va parler des analyses multicritères. Donc, une fois qu'on a mis en place des logiciels de prédiction de défaillance, comme je l'ai dit, il va falloir contextualiser ses conduites et prioriser certaines zones par des critères techniques, économiques ou environnementaux. À ce stade-là, on pense au type de trafic, on pense au type de sol, on pense à l'environnement géotechnique avec notamment les zones de mouvement de terrain. Donc fatalement, l'ensemble de ces critères fait appel à une subjectivité de l'autorité organisatrice et va nécessiter des pondérations. Donc à ce stade-là, l'autorité organisatrice et le maître d'ouvrage doit définir sa stratégie patrimoniale qui va définir également son niveau de service. Ça va permettre de comparer et de mettre en balance le coût d'une réparation de fuite au coût de renouvellement et également d'approcher le coût de non-réparation. Donc sachant que ce coût de non-réparation, il est fatalement traduit sur un impact et une qualité de service à l'abonné. Parmi les critères qui vont également être intégrés pour cette approche multicritère, c'est la criticité hydraulique. Donc c'est en cas d'arrêt d'une conduite qui va être prioritaire, c'est le fait qu'on ne puisse pas la secourir et qu'on va avoir une perte directe d'eau auprès des abonnés. Il faut également intégrer les capacités de financement de l'autorité organisatrice
Et c'est notamment prégnant dans un contexte qui impose une baisse, voit une baisse des consommations et donc un impact important sur le prix de l'eau. J'arrive pas à passer ma diapo. Donc ces outils multicritères permettent de définir des critères techniques et des critères non techniques. Donc les critères techniques, on l'a déjà dit, c'est tout ce qui est patrimonial, âge, nature du sol, nature de l'eau, matériaux et la base de données patrimoniale de défaillance, et des critères non techniques tels que la qualité de l'eau, la sécurité, les activités économiques liées aux canalisations. Hop. Alors il faut savoir que les outils qu'on va mettre en place au stade du niveau 3 sont tous puissants. Par contre, ils vont nécessiter fatalement, comme on l'a dit, une pondération qui est nécessairement subjective de ces critères-là. Il va également falloir prendre en compte les autres ouvrages en superstructure et pas seulement le réseau, donc les stations, les réservoirs, les usines de production, et intégrer tout ça avec ses capacités de financement, sachant que l'objectif est d'aboutir à une programmation pluriannuelle et l'établissement d'un PPI. Donc tout ça se fait avec l'aide d'outils, mais la réflexion de l'autorité organisatrice et des agents est toujours indispensable pour aboutir à une gestion patrimoniale adaptée. Voilà, je vous remercie de votre attention et du coup je vais laisser la main à Cathy Verret qui va présenter sa partie sur les IMO et la compta analytique. Merci Sylvain. Je vais tout de suite changer le PowerPoint et je vous rappelle que donc vous pouvez poser vos questions. C'est en bas de l'écran que ça se passe. Vous avez un module de chat. Vous posez votre question, elle arrive et je la formulerai à l'oral aux intervenants à la fin des présentations, donc en fin de matinée. Cathy Verret, allez-y, c'est à vous. Donc bonjour à tous. Donc comme l'a précisé Sylvain Serrière, je vais surtout focaliser sur oui, c'est soit la flèche de base. Voilà. Sur les deux guides donc, qui sont plus orientés sur les questions d'immobilisation et d'analyse de coûts, donc qui avaient au niveau du groupe de travail permis aussi d'avoir et des interlocuteurs de la sphère technique et de la sphère financière. Donc le premier guide qui est sorti en 2014 et le second donc, qui est en cours de finalisation. Donc, pour vous donner un peu une vue d'ensemble de la gestion patrimoniale à long terme telle que nous l'avions un peu envisagée et puis construit au fur et à mesure et comment se positionnent un peu les différents guides qui ont été réalisés. Donc, à gauche, on a les guides techniques, notamment sur le côté connaissance du patrimoine, sur le côté de la description de l'entretien, de l'identification des risques. Fait bien le lien avec la présentation précédente. Après, on garde les outils de SIG, on introduit celui de GMAO et puis l'analyse des défaillances de dysfonctionnement sur lesquels on s'appuie pour les outils de gestion. Et on passe sur une question sur les parties qui sont un petit peu plus comptables et budgétaires, la gestion des immobilisations, l'analyse des coûts d'exploitation et d'investissement. Ce sera l'analyse de coûts, donc la deuxième partie de mon intervention. La qualité de service, donc impact de défaillance et impact de travaux pour faire le lien entre le niveau de décision à partir de quand renouveler et quels sont les risques qu'on prend si on attend un certain temps. L'analyse, donc plus sur les coûts pour croiser les informations, les mesures qu'on peut faire sur les coûts avec les notions d'efficacité, d'efficience.
Et enfin, pour aller vers des choix stratégiques qui prendront en compte aussi bien l'analyse technique que l'analyse financière, et donc des allers-retours entre le côté stratégique qui viendra de l'autorité organisatrice et de comment le mettre en œuvre, comment faire adhérer l'ensemble du service et comment le concrétiser effectivement. Donc pour revenir plus précisément sur le premier guide, donc juste pour repréciser les définitions que vous a précisées Sylvain Charrière tout à l'heure, c'est vrai que moi je vais plus rester sur la dernière, le dernier alinéa, donc l'histoire d'avoir des coûts adaptés et plus précisément le maintien de l'équilibre économique. Et donc, du coup, de se poser la question comment ça peut être décliné par chaque autorité organisatrice, quels sont les points à prendre en compte. Et notre souci dans le guide, ça a été aussi de porter à connaissance tout le vocabulaire et tout le jargon de la comptabilité à l'ensemble de la communauté, hein, et dans l'idée que ce guide soit lu aussi bien par des gens que j'appellerais de la sphère technique que de la sphère financière. Effectivement, notre ambition, c'était de croiser les approches techniques et financières. Donc, approche technique qui permet de définir les besoins de renouvellement. Approche budgétaire et comptable qui est une approche de retranscription de l'activité du service avec toute la formalisation M49 et avec des règles précises d'écriture qui ne sont pas toujours en lien avec le côté fonctionnel, et c'est ce qui montrera un petit peu l'intérêt de l'analyse de coûts. L'approche financière qui, elle, va être plus sur le côté stratégique et sur comment financer, et l'ensemble de ces différents éléments donc, pour aller vers une approche stratégique et économique dans l'idée d'élaborer les plans pluriannuels d'investissement et les plans d'action qui bien sûr s'appuient sur la connaissance du patrimoine, et que tout ça, ça fait voilà un peu l'ensemble du champ qui est balayé par ce guide. Je vais faire maintenant un peu le lien entre approche technique, approche plutôt immobilisation. Sur la notion de connaître le patrimoine, l'approche technique, ça sera typiquement les descriptifs détaillés ou ce qu'on peut appeler aussi inventaire, avec tous les éléments donc présentés précédemment par Sylvain Charrière, et donc notamment ce qui permet de définir les besoins de renouvellement en tenant compte aussi bien des pratiques du service, de l'état des conduites, mais aussi de l'environnement des conduites et des effets sur les usagers. Qu'après, donc côté comptable, ce qui va être plus mis en œuvre, ça sera donc comment prendre en compte ce patrimoine. Donc du coup, on change de vocabulaire, on va parler d'actifs, on va parler d'immobilisation, et se posera toute la question de à quel niveau établir la nomenclature comptable par rapport à la nomenclature qui peut être utilisée au niveau technique, de la croiser éventuellement avec la GMAO ou pas, et que par exemple de voir que dans certains services, les durées d'amortissement sont maintenant définies selon les matériaux, et donc que ça permet de faire un lien un peu direct entre le côté immobilisation comptable et le côté donc réalité des matériaux sur le terrain. Connaître le patrimoine, il y a aussi la façon donc de tout inscrire dans l'approche comptable, avec notamment comment gérer les amortissements. Donc, on reprécise dans le guide toute la différence entre la durée d'amortissement, bien souvent inférieure à la durée de vie, bien qu'il y ait une tendance un petit peu de vouloir augmenter la durée d'amortissement pour se rapprocher de la durée réelle de vie, mais que nous mettons bien en garde sur le fait que ça a aussi une incidence au niveau des moyens financiers et de la structure financière pour la collectivité, et que ça ne peut être fait qu'avec une analyse financière bien précise.
hein, dans la mesure où d'allonger la durée de vie, ça veut aussi dire réduire la part d'autofinancement que peut générer l'amortissement d'une année sur l'autre. On a refait le point sur l'effet des reprises de subventions, hein, et donc de bien repréciser la notion d'autofinancement généré par l'amortissement, l'autofinancement complémentaire, notamment lié au fait que l'amortissement est calculé sur la valeur historique et pas sur la valeur de renouvellement. Donc tous ces éléments sont repris de façon détaillée pour permettre à tout un chacun de comprendre la démarche. Alors les recommandations au niveau de ce premier guide, c'est donc de partir sur une réflexion à long terme et donc de croiser les différentes approches, hein, donc de prendre en compte aussi bien les outils d'aide à la décision qui existent maintenant en termes de définition des besoins, mais de se poser aussi la question en termes de stratégie financière. Est-ce qu'on va emprunter? Est-ce qu'on va augmenter le prix de l'eau? Est-ce qu'on va plutôt transférer aux générations futures le fait de devoir renouveler? Donc, c'est des questions qui sont à discuter et que la situation financière actuelle de la collectivité aura aussi une incidence par rapport aux choix qui sont possibles. Donc, équité générationnelle, hein, donc c'est le deuxième point à discuter. Et que bien sûr, de faire évoluer le prix de l'eau, alors soit pour lisser les besoins qui ont été définis par l'approche d'aide à la décision, soit pour pouvoir anticiper les besoins de financement, on nécessite aussi de la communication pour pouvoir aider à son acceptabilité par les usagers. Que pour prendre en compte les impacts sur les usagers en cas de défaillance ou en cas d'amélioration de l'état du réseau, ça nécessite de prendre en compte les enjeux environnementaux et sociétaux, et que c'est des choses qui sont faites en général par des approches plutôt de type analyse coût-bénéfice, donc avec des méthodes d'évaluation économique précises, mais qui ne seront, je veux dire, c'est juste pour faire le lien avec le deuxième guide où je resterai plus donc sur l'analyse de coûts au sein du service, coûts qui font partie d'une analyse coût-bénéfice, mais qui ne touchent effectivement pas à cette partie d'effets environnementaux et sociétaux. Pour faire le lien entre les deux guides, on a ici des schémas qui sont donc dans le premier guide. Et donc de se poser la question de effectivement quand est-ce qu'il faut investir, et quel est l'impact d'investir un peu trop tôt, d'investir un peu trop tard. Donc à droite un schéma assez typique donc on retrouve dans un certain nombre de travaux de recherche qui fait le lien entre le coût actualisé de maintien en service et le coût de renouvellement. Mais qui a été retravaillé, je veux dire, dans différentes approches depuis. Une illustration plus concrète, c'est une étude qui a été faite à Haute-Grenoble, où on a en diagramme bâton en fait les investissements de renouvellement et de réhabilitation qui ont été faits, mais des renouvellements ciblés par rapport à différents critères qui avaient été pris en compte, et de voir sur les différentes courbes en points la baisse des coûts des travaux de réparation. Donc qui montre bien que de mettre un certain volant d'investissement sur le renouvellement et de cibler ces renouvellements, on arrive à montrer que sur les coûts de fonctionnement, on a une incidence qu'on voit bien sur ce graphique-là, et que le côté curatif, effectivement, peut avoir son intérêt, et que c'est quand même la façon de faire. On va se poser des questions sur un tronçon qui va avoir des casses un peu successives, ou qui va être dans un secteur où ça aura beaucoup d'impact, mais de l'anticiper par des outils d'aide à la décision a aussi son importance.
Donc, ce genre d'analyse nous a amené à vouloir aller plus loin, et donc c'est un petit peu le point de départ du deuxième guide, et donc de se dire qu'il faut analyser les coûts pour pouvoir justement entrer dans cette précision-là. Pourquoi l'analyse de coûts également? Le constat de dire que dans la comptabilité générale, donc qui est plus repris dans le guide immobilisation, ben, on a un enregistrement par charge ou par produit, et donc par ligne qui sont très typiquement comptabilité générale, les amortissements, l'immobilisation, la liste des fournisseurs, la liste des clients, mais que par rapport au fonctionnement du service, c'est un peu difficile de voir quel coût sert pour un ouvrage donné ou pour un secteur donné. Et donc la compta analytique permet justement de travailler par objet, notamment de s'interroger, de travailler par exemple sur la production, stockage, distribution d'eau potable, en eau potable, sur la collecte et traitement des eaux usées en assainissement, mais aussi de travailler sur un contrat, de travailler sur un territoire, et donc c'est aussi son intérêt. Donc pour expliquer les coûts, pour piloter le service et pour contribuer donc à évaluer la performance globale du territoire ou du service qui est étudié. Tout cela par rapport en prenant en compte donc les différents éléments, les objectifs, en faisant le lien et en faisant les calculs un peu pour mesurer entre ce qui a été défini comme objectif, les moyens qui ont été mis en œuvre et les résultats, et donc de bien expliciter la notion d'efficacité qui fait le lien entre les objectifs et les résultats, celle d'efficience entre les résultats et les moyens, et celle de cohérence entre les objectifs et les moyens. Alors, pour faire une analyse de coût, bah, il est nécessaire de déterminer le périmètre sur quoi on veut faire l'analyse de coût, et que typiquement, c'est un périmètre qui sera à définir par chaque collectivité, et que dans les exemples que je vais monter dans la suite, les périmètres peuvent être différents. Alors, bien sûr, on va distribution et production, on aura la séparation, mais qu'après, selon le mode de gestion, par exemple, selon qu'il y a un opérateur public ou privé, ou qu'il y a une régie, peut-être qu'il y aura d'autres éléments qui seront pris en compte, et que le détail pourra être plus ou moins important ou croisé avec une distribution géographique selon les services. Au-delà donc de cette définition d'activité, ben, c'est vraiment rentrer dans le détail de ce qui se fait, le type de chantier, le type d'intervention, d'arriver à avoir l'information du temps passé sur un chantier ou sur une tâche donnée. Alors le temps aussi bien du personnel que le temps machine, les fournitures de consommables, donc qui fait notamment le lien avec les questions de stock et les questions de GMAO. Donc là, on voit bien qu'on croise aussi avec toute la notion de politique de maintenance, que tout ce qui se fait à l'extérieur rentrera plus sous forme de facturation, et que la fréquence des pannes et des incidents, c'est ce qui fera aussi qu'il y ait des chantiers, des affaires, et donc des choses sur lesquelles le temps sera répertorié selon la méthode de reporting qui sera pris en compte. Donc on voit bien ici que analyse de coûts, même si ça fait partie du rôle et de l'activité des contrôleurs de gestion, qu'on mettrait plus dans la phase, dans la sphère financière, ici on a quand même une liste de choses qui doivent typiquement venir des gens de terrain, et que ces informations-là soient saisies par les gens qui font effectivement ces tâches-là a une importance pour qu'elles soient justes, et qu'après le lien se fasse au niveau des coûts salariaux ou des coûts d'amortissement ou d'entretien des machines au niveau d'un logiciel comptable, ça a un intérêt pour l'analyse globale, mais il est nécessaire en fait aussi que ceux qui interviennent sur le terrain soient mis dans la boucle et participent à la bonne définition des temps qui sont pris en compte. Au niveau des méthodes, je vais en citer juste deux. Donc,
Qui est la méthode des coûts complets ou full costing, donc la littérature anglo-saxonne, qui est utilisée notamment pour les calculs de coûts de revient. L'idée ici, c'est de prendre en compte d'un côté des charges fixes et des charges variables, donc charges fixes qui vont être notamment par exemple les amortissements, les charges variables qu'on va plus pouvoir ramener à du mètre linéaire de tuyau ou à du mètre cube d'eau produite, et la notion de charge directe, donc facilement applicable à un produit, et donc typiquement les heures de manœuvre, et les charges indirectes qui sont, selon le niveau d'information, pas toujours facilement attribuables. Je veux dire, même si on a des amortissements qui sont sur les tuyaux à l'échelle du type de matériau, il sera quand même difficile de trouver l'information par rapport aux amortissements sur une rue donnée. Et donc, il faudra des clés de répartition, et typiquement pour prendre en compte ces charges indirectes qui prennent aussi en compte toutes les charges d'encadrement. Il est nécessaire de définir des clés de répartition. Et l'idée, c'est effectivement d'en tenir compte. Autre exemple, qui est plus dans le sens de mettre en place une compta analytique de façon globale. Donc, dans ce qui a déjà été cité, mettre en place une comptabilité analytique au niveau de l'ensemble du service, ça veut dire définir des tâches, des processus, pour pouvoir ranger dans les différentes cases les activités qui se font effectivement. Cette méthode-là, qui a été développée et qui existe pas mal dans les entreprises privées, et qui est utilisée par deux exemples qui sont cités dans notre guide, a une formalisation très précise en termes de fonctions, de processus. Donc les fonctions, ça serait distribution, production, ça serait eau potable, assainissement. Les processus, ça serait donc distribution, processus pour l'eau potable. Les activités, ça serait entretenir son patrimoine, entretenir son parc de compteurs. Et les tâches, c'est typiquement ce qu'il faut effectivement faire, c'est aller faire une visite, aller faire un changement, préparer le chantier, pour décomposer vraiment tous ces éléments-là. Donc c'est une méthode qui est très détaillée. Après, une fois qu'on a détaillé l'ensemble de l'activité à ce niveau-là, c'est sûr que pour reconstituer des coûts, ça permet aussi de faire des choses plus facilement. Je vais maintenant rentrer dans un certain nombre d'exemples d'illustration. Donc on a 13 retours d'expérience avec des niveaux d'expérimentation qui sont variables, des collectivités qui se posent des questions de comment rentrer dans la compta analytique, des collectivités qui rentrent dans la compta analytique, et les collectivités qui ont déjà une certaine pratique. Et donc on a voulu un petit peu faire ces retours à différents niveaux, qui auront donc notamment aussi un intérêt par rapport à la mise en œuvre de la loi NOTRe, qui posera justement la question de mettre ensemble des territoires avec des structures de coûts, avec des éléments d'information à des niveaux variables, et qui peut servir de support, donc que l'analyse de coûts peut servir de support au questionnement qui se pose. Alors l'exemple de la SPL de Haute-Grenoble, donc avec des contrats, donc plusieurs contrats de DSP, des contrats de prestation, et donc l'enjeu de la comptabilité analytique, de donner une transparence au niveau de chaque contrat de la performance économique, et donc de pouvoir donner une réponse en termes de coûts, soit à l'échelle du contrat, soit à l'échelle d'une affaire, d'une prestation, soit à l'échelle du métier. Et que donc notamment dans ce cadre-là, tout ce qui est véhicule sera en fait affecté sur chaque contrat, et donc on aura un niveau de détail d'information en termes d'entretien ou d'amortissement par véhicule
avec une clé de répartition qui permettra sur chaque contrat de savoir quelle est la dépense, par exemple, qui se fait sur les véhicules. Bien sûr, il y a le même élément en termes de coût. On voit bien ici que comme on raisonne par territoire, il est nécessaire d'avoir ce détail d'information qu'on aura peut-être moins besoin quand on fait une analyse globale sur un service. Autre exemple, celui du CEDIF, où là, l'idée est plus donc un objectif de transparence et de pilotage et donc d'interaction avec le délégataire, et donc de proposer une grille au délégataire avec demande de retour des différentes informations. Donc on a ici donc plus une décomposition fonctionnelle selon les différents sites de production et donc selon aussi leurs fonctions, et donc des charges clairement définies pour avoir un retour d'informations détaillé. Une autre utilisation faite par le CEDIF, c'est justement le fait d'avoir ce détail aussi bien au niveau de l'analyse qui se fait en propre au niveau de l'autorité organisatrice et le retour demandé au niveau du délégataire, hein, du VDIF, permet d'afficher donc de décomposer en fait le coût facturé, de montrer quelle est la part de distribution, de stockage, de production, la part affectée au renouvellement, et de montrer donc des éléments plus précis que juste un chiffre de coût au mètre cube qui apparaît sur la facture. Donc, autre illustration qui est le résultat d'une expérimentation faite par IRCEA et au sein de Nantes Métropole, donc avec application de l'approche ABC, donc compta par activité, donc qui a permis la mise en place donc sur la distribution et sur distribution, production, client de la décomposition détaillée, et qui permet donc de reconstituer les coûts avec ici un exemple de l'évaluation de la vente en gros. Exemple de Haute-Paris. Alors c'est la question du pilotage de l'activité. Donc à la demande, donc la demande de la ville de Paris qui demande donc à sa régie de faire des retours et donc de connaître les coûts, d'analyser les résultats, de fixer des prix justes. Et donc à partir de la méthode ABC, donc Haute-Paris se sert donc de cette décomposition, donc de la connaissance fine de ces activités pour pouvoir faire un retour et une analyse en interne et de faire le reporting qui lui est demandé donc par Haute-Paris. Alors pour illustration par exemple, sur un cas d'une grosse conduite, la comptabilité analytique permet donc de décomposer les différents éléments, les travaux de pompage, réparation de la galerie, réparation de la conduite, et de définir donc via les temps d'agent, via les charges fixes donc de véhicules, mais aussi les coûts, les charges indirectes, l'ensemble donc du coût de cette casse majeure, donc qui ici a notamment été utilisé pour pouvoir préparer le dossier à déposer au niveau d'une demande d'indemnisation aux assurants, dans la mesure où la casse avait été causée par un tiers. Donc on voit bien quand même que dans la pratique, c'est souvent la question de la vente d'eau, ou la question d'un dossier d'assurance, ou la question de facturation d'une prestation à un tiers qui fait que l'analyse de coût a été mise en œuvre, mais qu'elle permet aussi d'avoir une analyse en interne de la performance du service. Donc pour conclure, nous avons fait le lien évidemment sur la loi MAPTAM et la loi NOTRe, que le fait de connaître et de maîtriser les coûts
va être important sur les nouveaux territoires qui vont se créer, mais que le fait de pouvoir faire une analyse sur les territoires qui sont à mettre ensemble, je veux dire, aura son importance et permettra de faire des choix et de mettre tout le monde dans la discussion. Que l'analyse de coûts est donc un outil important au sein du service pour faire le lien entre la sphère financière, la sphère technique, mais aussi entre l'autorité organisatrice et l'ensemble de ces opérateurs, qu'ils soient régies ou opérateurs publics et privés qui interviennent sur les territoires, mais aussi de lien avec les élus. Que l'analyse de coûts permet de faire l'analyse de la performance et de fixer des objectifs et aussi de faire l'évaluation, donc de faire la mesure entre ce qui était prévu, de ce qui a été effectivement fait et de se poser la question de comment l'améliorer ou s'il faut éventuellement réduire certaines ambitions, mais en tout cas de pouvoir les analyser. Alors le côté managérial est indispensable et je mettais beaucoup de l'accent sur le fait de mettre tout le monde dans la boucle, de mettre tout le monde dans l'activité, mais il faut que ce soit porté au niveau des chefs de service, au niveau de l'autorité organisatrice, pour que chacun puisse y trouver un intérêt et comprendre l'intérêt de la chose, parce qu'effectivement, l'analyse de coûts et la saisie de certaines données va se rajouter à l'activité de tous les jours, mais que ce sera un moyen aussi d'améliorer les répartitions de tâches en gestion de crise, par exemple, ou même sur le suivi quotidien, et dans l'idée d'arriver sur une gestion patrimoniale un peu plus réactive que seulement curative, sera un intérêt important de pouvoir le faire dans ce sens-là. Des recommandations pour la mise en œuvre, donc sur différents niveaux. Quelques informations un petit peu récentes. Donc, la démarche qu'a lancée la FNCCR sur un projet pilote d'analyse fonctionnelle des coûts au niveau de 40 collectivités, donc qui va tourner en 2017 et 2018, où un certain nombre de participants en groupe de travail vont participer. Donc, il sera un point complémentaire un peu à ce guide que nous avons fait au niveau de l'AST. Et qu'au niveau de notre équipe, donc GEST à Strasbourg, avec un financement de l'Agence française de la biodiversité, donc Exonema, nous allons faire une analyse des mutations sur les services d'eau et d'assainissement sur 5 départements, donc sur 2 ans. Notre guide se finit avec un petit peu des clés de réussite, clés d'échec. Je ne vais pas les passer tout en revue, mais juste de dire que la compta analytique, c'est pas que le contrôle de gestion, c'est pas seulement la sphère financière qui peut le faire, c'est effectivement des allers-retours entre le côté technique, le côté terrain qui réalise des opérations et la sphère financière, et que la comptabilité est un outil qui contribue à mesurer de façon économique la performance globale d'une structure. Je vous laisserai donc découvrir les autres facteurs de réussite. Et donc, ce guide sera disponible sur le site de l'AST d'ici la fin du mois. Je vous remercie pour votre attention. Merci Cathy, merci Sylvain. On va pouvoir passer aux questions-réponses. Alors, je change de salle et puis donc le temps que voilà les questions s'affichent. Donc vous pouvez poser vos questions via le module de chat. Vous avez également, je vous rappelle, en dessous de l'écran les prochaines conférences. La prochaine conférence co-organisée avec l'AST, c'est cet après-midi. Ce sera dédié à l'assainissement. Et puis, il y en aura une en septembre sur la comptabilité analytique et l'analyse des coûts. Il y a également une conférence à la fin du mois, le 21 juin, qui sera dédiée au forage et donc comment lutter efficacement contre le vieillissement des forages. Vous avez également une invitation pour le forum, le prochain forum national de la gestion des eaux pluviales qui se déroulera à Douai.
C'est la 6e édition et ce sera la semaine du 19. Voilà. J'ai 2 premières questions en attendant les autres qui vont certainement arriver. La première de Marc Harrison, une question pour le CEDIF. Pouvez-vous parler des outils de gestion patrimoniale pour des approches sur le long terme? Alors, c'est une très bonne question. Oui et non. En ce moment, il y a une thèse qui d'ailleurs s'est terminée récemment avec l'IRSTEA qui visait à arriver à une méthode pour justement faire de la gestion patrimoniale long terme, ou en tout cas arriver à réconcilier les approches patrimoniales court terme, moyen terme, faites avec des outils type CAS ou type prédiction de défaillance croisée avec des analyses multicritères, à des approches long terme, type méthode CADOR, donc on va dire plutôt des méthodes à dire d'experts. Donc cette thèse qui a duré 4 ans vient juste de se terminer et elle a notamment prouvé l'intérêt de mettre en œuvre ce qu'on appelle des courbes de survie par matériaux. Donc ça c'est une démarche encore expérimentale qui est en train de qui est d'ailleurs poursuivie encore par l'IRSTEA et qui devrait déboucher dans les années à venir. Donc ma réponse est un peu mitigée. Pour l'instant, en tout cas, on n'a pas de vrais outils long terme qui permettent d'avoir une approche aussi fine que les approches court et moyen terme déroulées avec des outils type CAS ou en tout cas type prédiction de défaillance. Alors une question qui est certainement pour vous, Cathy, puisqu'elle est arrivée au moment de votre présentation. C'est Marie-Maurice qui demande: connaît-on aujourd'hui le pourcentage de renouvellement effectif des réseaux à date 2016 ou 2017? Les dernières estimations disponibles datent un peu. Connaît-on également le détail de ce pourcentage en contexte régie versus contexte DSP? Alors, je pense que les informations qui sont disponibles, mais elles ne seront certainement pas disponibles à l'échelle 2016 et 2017, doivent être via CISPA ou via les enquêtes FNCCR. Il doit aussi y avoir un certain nombre d'informations. Alors, c'est vrai que le panorama qui avait été fait en 2000, ça n'a pas été refait depuis. Et qu'après le contexte régie, contexte DSP, dans CISPR, on doit aussi avoir certains éléments d'information, mais effectivement, on n'a encore pas les retours sur 2016 ou 2017. D'ailleurs, je crois que le rapport CISPA est sorti très très récemment. C'est les données 2015? Oui, c'est ça, ouais, c'est données 2014-2015. Voilà, donc CISPA, vous connaissez. Nous avions organisé une conférence avec CISPA il y a peu. Vous avez tout ce qu'il vous faut sur le réseau comme information pour aller rejoindre la page en question et télécharger leur rapport. Est-ce que d'autres personnes souhaitent se manifester pour poser une question à nos intervenants ce matin? On va vous laisser une petite minute. Guillaume Oudré, merci de cette question. Vous citez CAS et des outils de prédiction de défaillance. Concernant ces derniers outils, quels sont-ils? Alors, c'est vrai que je cite CAS parce que c'est un outil qui a été développé par l'IRSTEA et qu'il a le mérite d'être gratuit. CAS est un outil de prédiction de défaillance. Donc quand je dis outil de prédiction de défaillance, c'est vraiment
le générique, et donc j'ai Cass en tête, et vous retrouverez d'ailleurs sur le guide niveau 2 toute une liste d'outils à la fois de prédiction de défaillance et d'outils multicritères qui sont comparés entre eux avec ce qu'ils sont capables de faire, à quoi ils servent et leur domaine d'expertise. Donc voilà, Cass prédiction de défaillance, c'est la même chose. J'étais en train de parler à Cathy, donc qui travaille à IRSTEA, vous le savez. Il me semble avoir échangé, alors il n'y a pas de date sur la présentation de cet outil Cass, mais j'en ai échangé avec donc notre partenaire IRSTEA, et il y aura peut-être à l'avenir une présentation de cet outil. Voilà. Pour préciser par rapport au modèle de prédiction des défaillances, qui sont un peu issus d'un des projets européens KRW qui s'était tenu en 2003. Donc il y a un des outils qui est l'outil Cass qui est donc développé par IRSTEA. Il y a aussi l'utilisation d'autres lois dans des modèles divers et variés qui ont été utilisés par l'INSA Lyon ou qui sont utilisés par Veolia et Suez, un petit peu dans le même esprit que Cass. Cass a l'avantage d'être maintenant accessible, mais nécessite quand même un temps d'appropriation et un accompagnement pour l'utiliser de façon efficiente. Est-ce que vous souhaitez revenir sur un aspect de votre présentation, peut-être? Je n'ai pas de questions. Alors, vous avez encore une minute pour poser votre question, si vous le souhaitez. Sylvain, Cathy? Non, peut-être juste rappeler que l'ensemble des guides sont en téléchargement sur le site de l'ASTE ou sur le site de service aux France. Normalement relativement accessible, on les a voulus relativement lisibles et accessibles à tous. Donc j'invite tous les auditeurs à plonger assidûment dans cette lecture-là et en tout cas à pas hésiter à revenir vers nous, même dans le futur, pour nous poser des questions. Je crois que nos coordonnées sont à la fin des présentations. Effectivement, et donc vous avez raison, tout est disponible sur le site de l'ASTE. Sur le réseau O, vous avez la page sur laquelle vous avez pu vous inscrire. Sur cette page, vous retrouverez d'ici une semaine les supports de présentation, une semaine maximum, la vidéo montée, et puis vous avez le lien pour aller télécharger le guide. Ce lien ne vous amènera pas directement au PDF du guide, mais il vous amènera à la page en question sur l'ASTE. Et vous verrez que cette page n'est que une parmi d'autres, donc sur la gestion patrimoniale. Vous avez aussi le volet assainissement collectif. Nous avons mis les mêmes informations. Pour mémoire, vous avez des petites vidéos qui ont été faites par l'ASTE aussi sur les chartes qualité. Voilà, des petites vidéos assez courtes qui peuvent permettre de sensibiliser facilement soit vos élus, soit les collectivités que vous pouvez accompagner dans le cadre de vos missions. J'ai une... Oui ? Pour compléter juste par rapport à comment revenir vers nous, effectivement, donc avec Sylvain Charrière, on se tient à votre disposition si vous avez des questions et donc de vous inviter à rentrer dans les différents guides, éventuellement de revenir vers nous, et que dans l'ensemble des guides, il y a la liste de tous les participants qui vous permettront peut-être aussi de trouver des personnes que vous connaissez déjà, des contacts de collectivités qui peuvent aussi avoir un intérêt pour vous, pour discuter directement avec des personnes qui peuvent se poser des questions comparables aux vôtres. Alors j'ai une question de Marie-Maurice qui, si vous ne le savez pas, est journaliste, donc vous pourrez peut-être échanger par la suite aussi là-dessus. Elle a une question assez précise. Qu'en est-il aujourd'hui sur la gestion de la question du chlorure de vinyle monomère en lien avec la connaissance des matériaux du réseau et
le renouvellement des canalisations en PVC pré-1980. Alors, il y a eu une présentation au congrès de l'AC la semaine dernière, typiquement là-dessus, qui a effectivement focalisé sur le fait que de ce qui est prêt 1980 pose souci. Après, c'est plus dans ça fait partie d'un des critères. Je veux dire, on a souvent eu l'occasion de dire, je pense, dans les différentes présentations ou échanges qu'on a pu avoir, que c'est pas seulement l'âge que l'âge n'est pas le critère prépondérant par rapport à la question du renouvellement, mais que notamment certaines périodes de pause peuvent avoir leur importance. Ça, c'est une période clé, hein, tout comme le passage de la fonte grise à la fonte ductile en est un. Et donc, si jamais il y a des PVC de ce type-là dans le réseau, de les identifier de façon préférentielle a effectivement un intérêt. Sylvain, exactement, non. Enfin, c'est ce que dit Cathy. Hein, la nature de la canalisation et le risque sanitaire fait partie des critères de renouvellement des canalisations, sachant que la responsabilité de la gestion patrimoniale est laissée à l'autorité organisatrice. Ce sera à l'autorité organisatrice de fixer sa politique de renouvellement et de suivi de ces canalisations en PVC pré-1980. En tout cas, effectivement, ces canalisations, on le sait, posent problème et doivent faire l'objet d'un suivi attentif et à minima d'analyse qualité de l'eau qu'elles contiennent. Merci à tous les deux pour vos réponses. Il y a une autre question. Alors, connaît-on aujourd'hui la longueur effective de ces canalisations PVC après 1980? C'est toujours Marie-Maurice. C'est une bonne question. Je crois qu'il y a eu un premier test de recensement de fait, mais au final, je crois que la longueur précise à l'échelle française n'est pas définie, n'est pas connue. C'est aussi pour ça que c'est tout l'intérêt d'ailleurs du descriptif détaillé imposé par la réglementation, c'est de pouvoir maîtriser son patrimoine pour pouvoir définir au mieux sa politique de renouvellement et détecter des soucis et le cas échéant mettre en place des financements pour résoudre ces soucis. Bien, je n'ai plus de questions. Marie-Maurice vous remercie pour vos réponses. Je vous remercie tous, chers participants. Vous étiez plus de 55 ce matin connectés. Donc le sujet cela montre que le sujet vous intéresse et je vous invite donc à partager cette information et puis faire savoir que d'ici moins d'une semaine, vous aurez la vidéo, les supports de présentation, les liens de documentation qui seront disponibles sur le réseau. Et vous pourrez aussi aller voir ce que fait l'AST en supplément, puisque la gestion patrimoniale, hein, ce n'est qu'une partie des travaux de l'AST. Merci Sylvain Charrière, merci Cathy Verret. Merci à vous.